Merci de nous rejoindre 20h. Madame, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, menace de rupture de la route nationale numéro 1, tout près du pont Loubilangi à Mbujimaï, au Casse-Oriental. Des têtes d'érosion ont érodé la route et menacent sérieusement cette infrastructure visitée par le Premier ministre chef du gouvernement. Et puis le dossier des maisons préfabriquées. Jean-Michel Samalou Condé a trouvé du matériel stocké dans les entrepôts de Samibo. L'hôpital où a été logé le corps de feu, le président Joseph Kasavubu est en délabrement. Le gouvernement Guy Bandou au Congo central compte reprendre les travaux de construction du stade Lukandoa Boma, abandonné depuis 6 ans. Un état de lieu a été fait pour la modernisation des infrastructures dans cette province. Et puis des hommages proportionnels à la grandeur de son art. La nation congolaise et la RTNC se préparent à honorer demain la mémoire du comédien Kouedi Maïpoutou, dit Caméléon. Chapelle, podium, tribune, les chaises sont en train d'être déposées pour la mise en place dans la cour de la télévision publique. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et merci de votre fidèle attention. On démarre ce journal par Nairobi. Vous le savez, le nouveau président de la République, William Ruto, a été investi et hier tard dans la soirée, il a eu les premières rencontres, notamment avec Félix-Antoine Tshisekedi. Comme je l'ai dit, l'entretien a duré près d'1 heure. Le président de la République démocratique du Congo a vite fait de solliciter des entretiens et identifier les priorités dans la coopération entre Kinshasa et Nairobi. Patrick Michel Mokoui. C'est en début de soirée de lundi que le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à Nairobi au Kenya. À quelques heures de l'officialisation du nouveau leadership au sommet de l'État kényan, cet État de l'Afrique de l'Est joue déjà la carte de la redéfinition de ses relations avec les pays frères. La procédure ne tarde pas à annoncer ses couleurs dès la toute première rencontre entre Tshisekedi et Ruto. Les premiers mots du président congolais à son nouvel homologue résument les intentions déjà affichées par la République démocratique du Congo de maintenir au mieux, améliorer ses relations avec les États qui respectent sa souveraineté et ceux qui n'hésitent pas de l'aider à la préserver. Les deux chefs d'État vont s'entretenir en tête-à-tête pendant près d'1 heure. Une discussion qui va poser les bases d'une série de rencontres entre les délégations de 2 pays, comme l'a bien annoncé le chef de l'État congolais pendant les échanges. Ce que je souhaiterais, c'est qu'après tout ça, j'envoie une équipe qui rencontrerait vos collaborateurs pour déjà vous briefer sur les grands dossiers sur lesquels nous allons nous pencher lorsque nous allons nous rencontrer ici à Nairobi ou à Kinshasa. La délégation congolaise sera chargée d'informer celle du Kenya des grands dossiers qui seront exploités dans les nouvelles relations qui prennent forme ce jour. Les 2 hommes d'État, qui se considèrent sans se voiler, se sont séparés sur une note très positive, annonçant une coopération peut-être meilleure que celle déjà entretenue à ce jour entre leurs pays respectifs. William Ruto prend officiellement ses fonctions ce mardi. 60 000 Kenyans et 20 chefs d'État africains devront prendre part à cette cérémonie. Revenons au pays. Le conflit intercommunautaire à Katanda, au Casse-Oriental, a fait des victimes à Mbujimaï. Les élus nationaux en ont fait part au chef du gouvernement. Autre préoccupation présentée à Jean-Michel Samalou Condé, l'eau, l'électricité et l'emploi. Pati Tondouangou Kizonda, reportage. Les choses vont vite, voire très vite pour le gouvernement Sama. Après les grands-messes avec la population de Mbujimaï qui avait réservé un accueil délirant au Premier ministre, Jean-Michel Samalou Condé Kyenge a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité. Une rencontre élargie aux membres du gouvernement central et provincial, conscient qu'il n'y a pas de développement sans paix. Dans un autre décor, le chef du gouvernement a échangé avec la délégation des élus nationaux du Kasaï oriental, conduite par le député national David Moukeba. Dans les registres de doléances de ces élus du peuple figure en bonne place la relance de l'exploitation minière de Bakwanga, du reste poumon économique de la province.
Ces députés nationaux ont également plaidé pour le problème de l'emploi des jeunes et de l'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité. Nous avons parlé du problème de l'AMIBA pour la relance de cette société qui a constitué à un certain moment les poumons économiques de la province, qui aujourd'hui se retrouvent à l'arrêt. Nous avons parlé de l'eau et de l'électricité. Ce sont là les deux denrées qui sont rares dans la province du Kasaï oriental. En dehors de cela, nous avons également parlé du conflit qu'il y a dans les Katanga. Ça, c'est sur le plan purement sécuritaire. Les conflits qui opposent deux communautés qui deviennent pratiquement récurrents, où aujourd'hui, il y a même des morts d'hommes. Le Premier ministre a promis de se pencher sur tous ces dossiers de manière à y trouver des solutions pérennes. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont étudié, qui ont des parchemins, mais qui chôment à la maison. À son tour, la délégation des députés provinciaux du Kasaï oriental a évoqué avec Jean-Michel Samalukonde Kienge la question de l'amélioration des conditions de travail des éléments de la police nationale congolaise et l'augmentation de leur effectif dans la province. Ces plaidoyers des élus provinciaux s'est refermé par la demande de l'implication du Premier ministre dans la mise en place d'un siège administratif permanent pour les députés provinciaux du Kasaï oriental. Nous avons tenu à faire la synthèse de ce qu'attend notre peuple par rapport à l'action du chef de l'État, notamment sur les infrastructures routières, sanitaires, les infrastructures scolaires, comme le chef de l'État insiste beaucoup sur la gratuité. Le Kasaï oriental étant une province totalement enclavée, nous avons insisté sur l'ouverture qu'on devait avoir, nonobstant l'ouverture de la voie Kalambambouji-Kananga. Nous avons insisté sur le problème de Ndomba. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kienge s'est montré très sensible à toutes ces préoccupations et a rassuré ses différents interlocuteurs de la prise de solution à leurs requêtes dans un bref délai. La route nationale est menacée de se rompre à 500 mètres du pont Loubilangi. La menace est due à des érosions en mission en Mbuji-Mayi. Le Premier ministre s'en est rendu compte. Dossier construction des maisons préfabriquées pour les militaires. Le matériel est stocké. Le dossier semble piétiner. Jean-Michel Samalukonde est arrivé dans les entrepôts de Samibo. Pati Tonzango. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kienge est plus que déterminé à résoudre le problème socio-économique enregistré auprès de la population du Kasaï oriental et de ses élus. C'est la raison pour laquelle il a disposé toute la journée du 13 septembre 2022 à la descente sur terrain. Les installations de la SCPT à Lukelenge ont constitué la première étape des visites programmées. Le Premier ministre a voulu bien s'imprégner de l'état des matériaux destinés à la construction des maisons préfabriquées pour les hommes des troupes dans les entrepôts des Samibo. Selon les responsables, les retards de la matérialisation des logements dignes au FARDC, un projet du chef de l'État, est dû à quelques soucis. Au barrage de Tchala, à 30 km du centre-ville, Jean-Michel Samalukonde Kienge a fait l'objet d'un accueil chaleureux et d'une joie immense d'une population à liesse. C'est là pour son souci de la recherche et des pistes de solutions pour l'amélioration de la desserte en électricité. Le chef de l'exécutif national a été aussitôt informé des difficultés de fonctionnement de ces barrages hydroélectriques qui desservaient la cité grâce à l'AMIBA. La vétusté des machines ne permettent pas son fonctionnement normal. La nationale numéro 1 sur son axe du pont de la rivière du Bilangi menacée de rupture. La menace est due à une tête d'érosion à 500 mètres du pont. Le Premier ministre ne pouvait y passer sans un regard approfondi. Jean-Michel Samalukonde Kienge a vite fait d'instruire le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, à prendre des dispositions de couper court cette avancée érosive avant les pires. Car l'importance de cette route qui assure les trafics entre Mbuji-Mayi, Kananga et Katanga n'est plus à démontrer. L'avenir cache à peine réhabilitation a reçu aussi la visite du chef du gouvernement. Jean-Michel Samalukonde Kienge a réalisé que les travaux exécutés par la firme CGCD évolue normalement. Les sites de construction de l'université de Mbuji-Mayi n'étaient pas en reste. Les travaux amorcés par la société russe SRP sur les sites évoluent aussi. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kienge a pu s'en rendre compte. Mais toutefois, il a recommandé la remise de l'ouvrage dans les délais impartis.
La présence du chef du gouvernement sur ces sites était donc pour booster la marge des manœuvres de l'entreprise d'exécution. Ces infrastructures universitaires seront composées d'auditoires et de halls pour les étudiants. Une présence saluée par les bénéficiaires. Bien plus encore, les travaux de modernisation de l'école du 4 janvier, construite par l'échelle construite, touchent à leur fin. Il reste l'étape de l'équipement des bureaux et des salles de cours à la satisfaction du chef du gouvernement en visite sur ces sites. Sécurité, la détermination de l'armée à récupérer Bunagana reste intacte. Le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima, l'a rappelé au cours d'une conférence de presse tenue à Goma. Nous allons récupérer notre Bunagana, notre cher Bunaga. Nous allons les récupérer. Deux assurances du gouverneur militaire du Nord Kivu à la population de Bunagana, envahie par le Rwanda sous couverture du M23. D'un ton ferme, le lieutenant-général Constant Ndima exprime la détermination de l'armée nationale et du commandant suprême de l'armée de récupérer 6 coins de la RDC. Nous sommes militaires, nous sommes en opération. C'est notre territoire que nous devons, coûte que coûte, récupérer la situation. Quant aux conditions de vie de la population de Bunagana, le gouverneur militaire Constant Ndima déclare ce qui suit. Il n'y a pas à peine une semaine qu'il avait une tentative de refoulement. C'est-à-dire, on obligeait la population soit de s'éloigner, mais aussi la population a refusé. Et comme ils ont refusé, ils ont dit nous voulons rentrer chez nous. C'est-à-dire, la situation est réelle. La situation humanitaire est réelle. Depuis 3 mois, 6 coins de la RDC est sous occupation de hommes de l'armée de Kigali, sous couverture du M23. Puis ces témoignages a glacé le sang. Les victimes des atrocités des agresseurs à Bunagana ont délié leur langue. Juin 2022, le Rwanda, sous couverture M23, s'empare de la ville de Bunagana. La prise de cette ville de la RDC, convoitée par ses voisins, cause plus ou moins 5000 déplacés fuyant les atrocités de ce mouvement terroriste. Les rebelles sont venus du Rwanda, tuant de jeunes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en train de tuer. Tukakimbia hata na leo hii bangali tu habayatokaka. Combien de personnes sont mortes? Hey, ni ba mingi ni batu mingi benyi bari kufaka. Vingtaine révolue, cette dame dit être violée par ses bourreaux. Avec émotion, elle relate la scène. Les hommes de l'armée rwandaise m'ont pris de force à mon retour du champ. Exposés à la pluie avec des installations hygiéniques que de nom dans ces camps de déplacés. Ces hommes, femmes et enfants, vivent un chemin de croix pénible imposé par l'ennemi au prix de leur survie. Nous n'avons pas d'endroit où aller. On n'a rien. Pas de nourriture. Certaines femmes sont violées. 2 enfants censés être à l'école. Dans ces sites de déplacés, ils sont donnés à de commerces de circonstances pour aider tant soit peu leurs parents. Ces déplacés sont à ajouter au nombre de victimes de cette guerre économique imposée à la RDC sous le regard impuissant de la communauté internationale. Silence, on massacre dans l'est de la RDC. La RDC maintient la pression diplomatique sur le Rwanda. La stratégie cible des actions de dénonciation au siège de l'Union africaine et aux Nations unies. À 2 jours de la rentrée parlementaire, l'ambassadeur de la RDC à l'Union africaine a eu des entretiens avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata. Robert Ndaïchi-Sensé. À 48 heures de l'ouverture de la session de septembre au Parlement de la République démocratique du Congo, il faut des actions d'envergure au niveau de l'Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations unies pour que le Rwanda arrête son soutien au mouvement terroriste du M23.
Ce mardi 13 décembre 2022, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betokoumessou, a échangé avec l'ambassadeur de la RDC accrédité à l'Union africaine, professeur Léon Gandou. Dans le cadre de réchauffer les initiatives diplomatiques, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata Betokoumessou, a félicité son hôte de marque pour le travail qu'il abat auprès de l'Union africaine. Léon Gandou pense qu'il faut multiplier ce genre de rencontres, d'échanges pour que la diplomatie parlementaire puisse jouer pleinement son rôle. Les échanges que j'ai eus aujourd'hui avec l'honorable premier vice-président du Parlement, le professeur Mbata, s'inscrivent donc dans cette logique de partage d'informations, de partage de réalités sur les enjeux diplomatiques auxquels la République fait face. De façon plus concrète, vous savez que la République fait face à des situations de guerre qui sont pilotées ou parrainées par certains voisins. Et donc, il y a une action qu'il faut mener au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations Unies, au niveau de toutes les instances africaines, pour faire entendre la voix de la République et défendre les intérêts de la République. Lors de la 11e session de Parlement panafricain en Afrique du Sud, la délégation congolaise, conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, avait clairement indiqué que la RDC ne participera pas aux réunions de Kigali à cause du soutien du Rwanda au mouvement terroriste M23 et obliger ce dernier à quitter Bunagana. Je vous ramène sur le terrain. Vous le savez, à Kananga, les travaux de la réhabilitation de la voirie, ces travaux ont été lancés il y a peu. Dans ce reportage, Emmanuela Commissaire Moukatoum revient sur les axes concernés par ces travaux qui seront exécutés par la société Safrimex. 5 communes au total de la ville de Kananga sont bénéficiaires du projet 42 km de voirie dont l'objectif est de réhabiliter et moderniser les différents tronçons. Il s'agit de la commune d'Endesha pour 8 tronçons, Lukonga 3 tronçons, Katoka 14 tronçons, Nganza 7 tronçons et autres. Les travaux qui dureront 3 ans seront exécutés par la société Safrimex avec comme maître d'ouvrage le gouvernement provincial et maître d'ouvrage délégué le BCECO. Ces travaux vont intervenir après le lancement officiel de ce projet le week-end dernier par le chef de l'État au rond-point Nganza à bord d'un engin compacteur accompagné du président du groupe Sosimex et le patron du Safimex, Ibrahim Saoui. Une fois repensée, la voirie de Kananga fera peau neuve et va redorer au-delà de l'éclat une certaine fluidité de la circulation dans une ville à une démographie galopante. L'hôpital Croix-Rouge à Boma est lié, dont l'histoire est liée à la fin de l'histoire de feu. Le président Kasavubu a perdu de sa superbe. En visite d'inspection, Léopold Mbadou, ministre provincial des infrastructures, est arrivé sur place. Aussi, depuis 2016, les travaux de construction du stade Lunkandu ont été suspendus par manque de matériel. La ville portuaire n'a pas d'aéroport digne de ce nom. Regardez. Les rares avions qui arrivent dans la ville de Boma atterrissent sur cette piste en terre, dans un aéroport non balisé, et le gouvernement Guy Bandundungidi du Congo central cible les infrastructures aéroportuaires pour lancer les travaux de modernisation et de désenclavement. C'est dans ce cadre qu'il a dépêché son ministre provincial pour un état de lieu. Accueilli par le maire de Boma, Marie-Josée Nswami, la visite de Léopold Mbadou s'est poursuivie sur le chantier du stade Lunkandu où les travaux de construction se sont arrêtés depuis 2016. Selon les informations fournies, le manque de matériel serait à la base de la suspension des travaux exécutés par Afritech, une décision qui a fait sombrer l'espoir de nombreux jeunes de ce coin du pays. Très ému, le numéro 1 des infrastructures au Congo central découvre l'état de l'hôpital Croix-Rouge, baptisé cliniques universitaires. Cet hôpital qui avait accueilli le corps de feu le président Kasavubu n'est plus que l'ombre de lui-même. Des financements sont nécessaires pour sa réhabilitation et la motivation du personnel. La population a laissé éclater sa joie de recevoir un de ses fils, Léopold Mbadou, nommé ministre. Ce dernier a reçu les encouragements pour défendre les valeurs d'intégrité au sein du gouvernement Guy Bandou.
Le numéro 1 des infrastructures a eu le temps d'arrêt sur un ouvrage en construction dont les travaux sont presque achevés. En 2021, le pont Sidi, 10 km 8, s'était effondré. Dans la ville portuaire de Boma, Crec 7 procède à des travaux de réhabilitation du tronçon qui va jusque Matadi sur la RN1. Des engins tournent à plein régime sous la surveillance des bénéficiaires. Énergie, la SNEL a lancé le plan de réhabilitation et modernisation de ces lignes haute tension sabotées autrefois par les inciviques dans 2 provinces, au Katanga et au Lualaba. Hier, il y a eu installation des prestataires dans différents sites à Fungurume. Yvette Makontima. Les travaux de réhabilitation et modernisation des lignes haute tension lancés, une barrière aux actes de vandalisme. La seconde étape de la mission de la Direction générale de la SNEL SA dans l'espace Grand Katanga, c'est l'installation des prestataires sur les différents sites. Likasi, Panda, jusqu'à atteindre Fungurume, ce travail est réalisé en comité technique mixte avec l'accompagnement de la cellule de communication de la SNEL SA. Cette étape du projet permet également aux experts d'arriver à dénicher les difficultés sur les terrains et trouver de voies de sortie afin de faciliter la tâche aux contractants. Une précision du directeur des Transports Sud, Gabi Malonda. Présentement, on est sur l'axe Likasi-Fungurume. On est avec les entrepreneurs qui vont réhabiliter la ligne et on passe en revue tout ce qu'ils ont comme problème pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. C'est la meilleure méthode de travail. Nous sommes vraiment obligés de rester dans le délai qu'on a donné de 260 jours pour terminer ce travail. Bon, on sait que bientôt là, ce sera la saison des pluies, mais c'est pourquoi dès maintenant on a déjà démarré pour que la saison des pluies ne puisse pas trop nous déranger. Tout porte à croire que l'ensemble des parties s'emploient à l'atteinte des objectifs. Investir dans le capital humain au niveau local. Le gouvernement central décide de construire des centres d'excellence dans tous les 145 territoires. Le temps a été donné à Kambové au Katanga. Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle, a posé la première pierre de construction du dit centre. Cédric Keninambo. Les centres d'excellence au village Kapoloé, territoire des Kambové, province du Haut-Katanga. Nous sommes à 100 km de Lubumbashi. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou Kabenga, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de ces centres d'excellence qui rentrent dans le cadre du vaste projet des 145 territoires initié par le chef de l'État et qui aura comme effet d'entraînement la construction des 145 autres centres de formation. Et pour ce qui est du centre de Kapoloé, il sera question d'y organiser également des filières en rapport avec l'activité minière pour une main-d'œuvre qualifiée. Un projet salué par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katui. Pour la patronne de la formation professionnelle, les 10 projets viennent mettre fin à l'importation de la main-d'œuvre qualifiée étrangère. Face au manque criant d'infrastructures dédiées spécialement à la formation professionnelle et métier, la construction de cet ouvrage va améliorer sensiblement la qualité de la main-d'œuvre qualifiée et l'émergence d'une classe moyenne locale. Infatigable dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Antoinette Kipoulou a pris la direction de Lualaba, non loin de Likasi, pour répondre à l'invitation de Sa Majesté Mwami Mwenda Bantou Masuka, Godefroy Munongo Junior, qui œuvre dans les domaines de la formation, et ce avant les échanges pédagogiques avec le gouvernorat sur la création d'un cadre de concertation. Le 15 et le 16 septembre prochain va se tenir à Kinshasa le colloque international sur les 10 ans de l'OADA en RDC. Il sera question de faire l'évaluation de la première décennie, les points forts, les points faibles en termes des droits des affaires en RDC. L'information a été livrée au cours d'un point de presse tenu au barreau de Kinshasa-Gombe, Bobette et Ngalisamba. Face à la presse nationale ce lundi 12 septembre, le président de la Commission nationale OADA et le bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombe, le professeur Roger Massamba et le bâtonnier Jean-Claude Mbaki parlent des 10 ans de l'adhésion de la RDC à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.
Ils annoncent la tenue du 15 au 16 septembre du colloque international pour marquer d'une pierre blanche cette première décennie. C'est ici l'occasion pour la RDC qui a parcouru du chemin de s'auto-évaluer. Avec beaucoup de maturité, de sagesse, de bon sens et d'intelligence, les Congolais ont avancé dans la bonne direction. L'initiative est partie du barreau de Kinshasa-Gombe. Le bâtonnier Jean-Claude Mbaki encourage la formation continue et les praticiens du droit sont appelés à s'approprier et maîtriser le droit des affaires. Il a paru utile pour le barreau de Kinshasa-Gombe d'organiser en collaboration avec la Commission nationale OHADA un colloque sur les 10 ans d'adhésion de la RDC en droit OHADA. Il y a un devoir, la formation continue obligatoire. Et cette année ici, c'est l'opportunité qui nous est donnée de nous mettre à jour en droit des affaires, en droit OHADA. Au programme de ce colloque, plusieurs thèmes pour cerner les points forts, mais aussi les faiblesses dans l'application de ce nouveau droit communautaire pour les praticiens de droit. Une analyse critique pour mieux projeter l'avenir. La qualité de la gouvernance, c'est une exigence de Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce, aux nouveaux animateurs pour conduire l'OCC. Le tandem Chimanga-Mwabilou a pris le bâton de commandement aujourd'hui. Résumé de la cérémonie avec Jacques Chibabouamé. La salle de formation à la direction générale de l'Office congolais des contrôles a servi de cadre à la double cérémonie de remise-reprise des nouvelles autorités nommées par le président de la République à la tête de cet établissement public. Cette cérémonie a été présidée par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tonga, dans une ambiance conviviale et sereine, en présence des agents et cadres de l'OCC. Je voudrais engager le nouveau président du conseil d'administration et le conseil d'administration, la direction générale, composé du directeur général et du directeur général adjoint, à des choses simples. La première, c'est la performance. Je voudrais aussi engager donc la direction générale et le conseil d'administration sur la qualité de la gouvernance. Je voudrais aussi, puisqu'on parle de performance, on parle de gouvernance, on voudrait parler des résultats concrets. J'aime les résultats concrets. Au niveau du conseil d'administration, le PCA par intérim sortant, Lambert Osango, a passé le bâton de commandement au président du conseil d'administration entrant, Fortina Ndambo, qui, après signature du procès verbal et échange des signataires, a promis de continuer à veiller au bien-être de la population et du personnel. Pour la direction générale, après également signature du procès verbal et échange de signataires, le DGAI sortant, Gabi Loubiba, a souhaité bon vent au directeur général entrant, Étienne Chimanga Mutombo, actuel gestionnaire au quotidien de l'OCC, qui a pris la détermination de suivre toutes les recommandations du conseil d'administration pour la bonne marche de l'OCC. Madame Christelle Mwabilou, directeur général adjoint, a remplacé le DGA AI, Romain Lobo Tekeshawa Chibwabwa. De façon unanime, toutes ces autorités à la tête de l'OCC ont remercié vivement le chef de l'État et président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre et le ministre des tutelles pour la confiance placée en leur modeste personne. Économie, rationalisation des structures des prix, tarifs des médicaments et de soins de santé en République démocratique du Congo. Pour la troisième fois, les experts en santé se retrouvent en atelier. Ils ont entre autres comme mission d'élaborer le texte accordant le statut social aux produits et services de santé. Sandra Nyangitabo, Eric Kabamba Congolo. Un troisième rendez-vous pour les experts de la santé et ceux de l'économie, élargi à d'autres partenaires pour assurer un juste prix des produits et services de santé afin de faciliter l'accès de la population
au service des santé. Un défi majeur dans la réalisation de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Contrairement aux deux précédents ateliers, ces troisièmes visent à accorder un statut social aux produits et services de santé sur toute l'étendue du territoire national. Les participants vont devoir pendant 4 jours identifier les taxes et redevances dont ces produits peuvent être exemptés dans le processus de leur importation, a dit le ministre intérimaire de l'économie nationale, Nicolas Kazadi, qui a lancé ces assises. Ce troisième atelier devra fournir tous les éléments nécessaires à la formalisation du statut social des dits produits et services, laquelle formalisation implique la rationalisation des éléments constitutifs des coûts des produits et services de santé en vue d'en faciliter davantage l'accès à une large couche de la population. Ces processus de juste prix visent à accorder à tout Congolais un soin de santé de qualité équitable sans pour autant se heurter aux difficultés financières, a souligné la vice-ministre de la Santé. Ces travaux aboutiront à l'élaboration des textes réglementaires visant à consacrer la rationalisation des structures des prix et des tarifs des produits du secteur de la santé. Et puis, cette annonce, avant de prendre la politique, le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plénière du jeudi 15 septembre 2022 à 11h précises dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte un seul point, à savoir ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2022, faite à Kinshasa le 12 septembre 2022, Michel Kanimbu Shindani. L'UDPS en ordre de bataille pour rafler le gros des sièges en 2023 pour le Parlement et donner un second mandat au candidat à sa propre succession. La Fédération de l'Équateur a associé le secrétaire général Augustin Kabouya à une récente rencontre pour recevoir des orientations. Sandra Wallo. Sous l'initiative du Dr Eteni Longondo, au cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, les ressortissants du Grand Équateur et de la Grande Orientale, membres du parti au pouvoir, se sont une nouvelle fois réunis ce dimanche 11 septembre en la salle de conférence de l'INPP à Limité dans le but de peaufiner des stratégies afin d'apporter une majorité absolue au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à tous les niveaux aux prochaines échéances électorales. Invité à cette grande rencontre, le gérant au quotidien du parti présidentiel, le secrétaire général Augustin Kabouya Tshilomba, a vivement salué cette initiative du Dr Eteni Longondo en l'encourageant de redoubler d'efforts afin d'atteindre les objectifs de son concept Cap vers 2023. Pour atteindre tous ces objectifs, nous devons être sincères les uns envers les autres. Mettons de côté tout ce qui peut créer des divisions parmi nous par rapport aux réalités politiques. Prenez votre conscience, mettez-vous au travail. Augustin Kabouya a ensuite appelé les uns et les autres à la cohésion, au travail et a donné des directives en ce qui concerne l'éclatement des territoires en fédération. À la réunion d'aujourd'hui, nous avons jugé bon d'associer le secrétaire général pour qu'il nous donne ses orientations et je crois que nous allons aller de l'avant et il y aura de réunions qui vont suivre. Le but, c'est de faire réélire le président de la République. Il faudrait que nous puissions avoir beaucoup de votes au niveau de ces deux provinces-là. Il s'y est noté que les ressortissants du Grand Équateur et de la Grande Province orientale, membres de l'Union pour la démocratie et les progrès social, prévoient des activités de mobilisation des grandes envergures dans le tout prochain jour. L'enceinte de la RTNC drapée par des affiches géantes à l'image de Kwedi Maïmpoutou. C'est demain que la famille, les artistes, les collègues, les officiels et les ménomanes vont rendre un dernier hommage à la vedette de la télévision publique au sein du groupe Salongo. 55 ans de carrière entre les jambes, le gouvernement a décidé d'honorer le caméléon de la scène, Eddie Djala. Voilà, demandez-moi 1500 zaïs. Voilà, on demandait encore un garantie de 10 mois. C'est Dixter dit, se donner encore 6 mois de garantie. Abruptement, Papa Kwedi Maïmpoutou s'en est allé. 55 ans de carrière dans le théâtre populaire, l'immense artiste emporte une énorme expérience et consume la bibliothèque qu'il représentait. Il y a toujours bandit. Moi, j'ai lavé les habits de toi. Il travaille même chose les mois.
Moi, je n'ai pas lavé tes habits. Moi, c'est laver les habits des patrons, encore, c'est les passer et encore, j'ai fait les cuisines. La République lui rend hommage à la RTNC sur le parvis extérieur du studio Maman Angebi. Les dispositifs des derniers hommages se mettent en place. L'artiste Faustin Sokari, connu et Lombe, revient sur ce triste événement. De sa génération, il était resté seul. 55 ans de vie théâtrale, il faut le faire. Un artiste polyvalent. Les obsèques se préparent très bien. Le gouvernement central les a prises en charge. Et vous voyez d'ailleurs tout autour de nous, tout ce qui est en train d'être monté. Le gouvernement a décidé d'honorer cet homme qui a fait l'honneur du pays. Tous ceux qui l'ont connu viendront s'incliner pour saluer sa mémoire. Et enfin, l'illustre disparu sera conduit à sa dernière demeure. Pour terminer ce communiqué des obsèques préparé par le gouvernement de la République qui prévoit aujourd'hui mardi 13 septembre 2022 veillée mortuaire sans la dépouille dans l'enceinte du musée national de la République démocratique du Congo sous la responsabilité de la famille biologique et de la famille artistique. Mercredi 14 septembre 2022, 9h, l'éveil du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour la place des artistes sur Victoire. 9h toujours, recueillement à la place des artistes. Et puis à 10h30, exposition de la dépouille à l'esplanade du studio Maman Angebi de la RTNC, enterrement au cimetière Nécropole entre terre et ciel. À noter, les officiels, la famille, les artistes ainsi que les mélomanes quinois sont priés de rendre un hommage mérité à Sodine, fils du pays, dont les œuvres intemporelles font et feront toujours le bonheur de tout et de ceux et ceux dans le respect strict des mesures barrières édictées pour lutter contre la Covid-19. Ce communiqué officiel du gouvernement est signé Katungu Fura Catherine, ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le monde, précisément à Bunagana. Retrouvez à 23h Bobo Samba à la présentation. Je reviens demain à 20h. Excellente soirée.